Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette session consacrée à la place de la parole scientifique et médicale en période d'épidémie de Covid. Donc, je suis Nicolas Gâteau et je suis le rédacteur en chef de Transversal Mag, le magazine de SIDAction, et j'animerai cette session. Pour introduire cette session, on peut partir d'un constat. Ce qu'on peut dire, c'est que les médecins, les scientifiques, les épidémiologistes n'ont jamais été aussi présents cette année écoulée que dans les médias. Et une charge lourde leur a été donnée, ce qui était une gageure au début de l'épidémie, alors que les connaissances scientifiques restaient très limitées, d'informer sur la nature du virus de la Covid, des mesures prophylactiques à adopter, et puis de l'évolution de l'épidémie. Parallèlement, on a pu constater que cet épisode épidémique fut aussi un moment très particulier d'une floraison exponentielle d'infox, relayée par de nombreux mouvements complotistes, plus ou moins. Et cette vague d'infox qui touchait de la probité des scientifiques en passant par l'origine du virus, sur les traitements, sur les objectifs censément cachés de la vaccination, n'est pas sans rappeler ce qui s'est également produit au début et encore aujourd'hui de l'épidémie de VIH. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce phénomène a atteint, contrairement aux années 80-90, au début de l'épidémie du VIH, une ampleur très particulière parce qu'elle a été quand même poussée par un média puissant qui est celui des réseaux sociaux. Ce phénomène pose plusieurs questions. La première, c'est comment on vit en tant que scientifique la remise en question de sa parole et comment on adresse en tant que médecin l'écart informationnel, c'est-à-dire l'écart entre l'information proposée par les médias et l'information privilégiée par l'audience. La deuxième, c'est comment on lutte contre ces fake news. Et la troisième, c'est comment ces fake news, est-ce que ces fake news viennent attiser une méfiance, la méfiance du grand public contre les discours scientifiques, ou est-ce que ça vient compliquer le travail des professionnels, en particulier concernant la vaccination. Donc, pour en parler, le professeur Karine Lacombe, qui est infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à Saint-Antoine, le docteur Jean-François Chambon, qui est directeur de la communication de l'Institut Pasteur, et Gaëtan Thomas, historien et postdoctorant au Media Lab de Sciences Po, nous font le plaisir de participer à cette session. Donc, avant d'introduire la première intervention, celle de Karine Lacombe, je vais d'abord inviter tous les participants à ne pas hésiter à poser des questions en utilisant l'onglet Interactivité qui sera à la droite de leur écran. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole au professeur Karine Lacombe. Merci. Merci à vous. Bonjour. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon? Oui? Ok, super. Merci beaucoup. Non, parce que c'est vrai qu'on n'a quand même pas la même interaction que quand on est en présence d'une salle. Donc, merci de confirmer que tout va bien. Alors, j'ai préparé quelques diapos pour structurer un peu mon discours. Et voilà, et revoir avec vous un peu ce qui s'est passé pour nous, infectiologues, pendant cette année de crise sanitaire, où notre métier, notre spécificité ont été mises au premier plan. Et voilà, introduire un peu la discussion qu'on va avoir sur la place de la parole scientifique et médicale, comment elle a été mise en cause en fait pendant cette année de crise sanitaire, et puis peut-être comment on pourrait aborder quelle solution on pourrait apporter à cette décrédibilisation qu'on a subie dans une certaine mesure. Alors, je voulais, pour introduire rapidement, vous rappeler un peu ce que c'est que le métier d'infectiologue et expliquer pourquoi finalement on s'est retrouvé au premier plan dans la gestion de cette crise sanitaire. Alors, dans la gestion médicale évidemment, mais également dans la gestion scientifique et comment on a été amené pour plusieurs personnes d'entre nous à être pas mal médiatisées. Donc, vous savez que l'infectiologie s'adresse en particulier à l'étude des agents infectieux, donc des agents pathogènes qui se transmettent soit de personne à personne ou encore de l'animal aux personnes. C'est ce qu'on appelle une zoonose et c'est le cas spécifique de la Covid-19, donc avec le SARS-CoV-2 qui est un virus qui s'est transmis au moins initialement de l'animal à l'homme. Il y a également des agents infectieux qui se transmettent de l'environnement à l'homme. Donc, l'infectiologie, c'est l'étude de tous ces agents infectieux, surtout des maladies dont ils sont responsables, l'étude également des déterminants, des facteurs de risque. Donc, on voit bien qu'en fait, on se place à l'intersection entre une activité clinique, mais également une activité d'épidémiologie qui a donné naissance à de grands thèmes de recherche. Et par exemple, avec la Covid-19, on voit qu'on est à l'intersection entre la virologie, donc l'étude de l'agent pathogène, le SARS-CoV-2, également l'épidémiologie, les facteurs de risque, la transmission, la modélisation de l'évolution de la pandémie, et puis évidemment le soin, avec en particulier les traitements. Donc voilà, je vous ai mis sur cette diapo des photos des différents agents. Vous avez au milieu un champignon qui est de l'Aspergillus, vous avez à gauche une bactérie qui est un Escherichia coli, et puis vous avez en bas ce fameux virus
SARS-CoV-2. Et j'ai représenté avec le cycle de la PHP en fait, l'engagement de l'infectiologue en tant que soignant. Et puis, vous avez en haut à gauche le sigle de l'Organisation mondiale de la santé, puisque on a souvent été amené à conseiller les autorités de santé, donc que ce soit par exemple le ministère ou encore l'Organisation mondiale de la santé. Alors c'est vrai que la pandémie de Covid-19 nous a plongé pendant un an au cœur d'une exception sanitaire, avec une crise sanitaire que l'on n'avait jamais, auquel on n'avait jamais été confronté à l'ère moderne, on va dire, même si on a eu tout de même des crises sanitaires. Il y a par exemple eu Ebola, mais on voit qu'Ebola nous a peu impacté, nous, les pays du Nord. Il y a eu aussi l'épidémie de Zika, mais qui a surtout impacté l'Amérique, les Amériques. On a eu des pandémies grippales, mais jamais on a eu une modification aussi importante de notre rythme de vie avec tous les pays de la planète qui ont été touchés sans exception. Donc ça a vraiment été une année absolument particulière où, si je recentre plus particulièrement sur la France, ça a complètement bouleversé notre rapport à la société, notre rapport aux soins. On a tous été touchés d'une façon ou d'une autre par cette pandémie. Alors nous, en tant qu'infectiologues, on a été touchés très tôt, puisqu'on a été, dès le mois de février, en première ligne, d'abord pour le dépistage, le diagnostic de l'infection, et puis ensuite, dès le début du mois de mars, on a été en première ligne pour la prise en charge clinique. Alors évidemment, il n'y a pas que les infectiologues qui se sont retrouvés engloutis dans la gestion clinique au quotidien de la Covid-19, parce que nous sommes très peu nombreux et qu'il a fallu que tous les médecins, tous les soignants sans exception se mobilisent pour faire face à cet afflux massif de patients qui sont arrivés. Alors, j'ai repris des extraits d'une BD que j'ai écrite avec une amie dessinatrice, Fiamma Luzzati, donc une BD qui retrace justement les 6 premiers mois, enfin surtout les 3 premiers mois de la pandémie. Donc ce que vous voyez à droite en particulier, c'est le tout début, quand on a commencé à ouvrir un centre de dépistage et qu'on s'est trouvé très rapidement submergé par l'arrivée de patients qui étaient porteurs de stigmates de ce que l'on allait appeler la Covid-19, donc cette infection des voies respiratoires hautes, qui peut également toucher les poumons et qui en fait fait toute la gravité de l'infection. Et puis je vous ai montré, je vous ai mis également cette diapo au milieu qui montre aussi l'exception, parce que on n'a jamais été confronté comme ça à des services de médecine qui étaient complètement fermés, où personne ne pouvait entrer en dehors des patients malades et puis des soignants qui s'occupaient d'eux. Donc, quand je parle d'un an de plongée au cœur de l'exception sanitaire, ça a été un an de bouleversement en matière de recherche, parce qu'on a tous appris en même temps d'un nouvel agent pathogène, d'une nouvelle maladie. On peut dire qu'au début de la crise sanitaire, personne ne connaissait quoi que ce soit, que l'on soit des chercheurs, des cliniciens, des politiques ou le citoyen lambda, les malades. On a tous appris en même temps. Donc, on a tous appris en même temps, avec en plus une donnée assez nouvelle, qui était l'instantanéité de l'information et du partage de l'information, en particulier par le rôle vraiment prépondérant qu'ont pris les chaînes d'information continue, mais également les réseaux sociaux. Et je dois dire que dans la crédibilité ou l'atteinte à la crédibilité de la parole scientifique, l'information continue et les réseaux sociaux ont eu un énorme impact. Être infectiologue au temps de la Covid-19, en fait, c'est un métier multiple. Alors, nous sommes déjà, nous, en tant que soignants, en particulier dans des CHU, confrontés à la multiplicité des facettes de l'exercice de notre métier. Évidemment, on fait du soin, qui est quand même notre métier premier, mais on fait également de l'enseignement et on peut être aussi amené à communiquer. Et jusqu'à présent, quand on communiquait, c'était plutôt dans la sphère scientifique. On partageait les résultats de nos recherches, puisque beaucoup d'entre nous, non seulement sommes des cliniciens, mais également des enseignants à l'université ou en formation continue, mais également des chercheurs, et donc on participe à la diffusion de l'information. Alors effectivement, vous voyez sur ces diapos notre métier de soignant, des collègues en haut à gauche, infirmières, aides-soignantes dans le service pour la prise en charge de la Covid-19, et puis
Ce que vous voyez en bas, c'est un temps très important de notre pratique médicale avec la relation aux familles. Donc là, c'est une photo avec une famille au sein de l'hôpital Saint-Antoine, moi avec des collègues réanimateurs, psychiatres, parce qu'en fait, on a proposé une prise en charge multidisciplinaire et quelque part un peu holistique de la maladie, avec un soutien des familles qui était extrêmement important. Et puis ce que vous voyez au milieu, c'est ce qui nous a occupé une grande partie de notre temps, qui était de l'enseignement. Alors, c'était de l'enseignement aux étudiants, mais également un partage d'informations avec les collègues. Parce que de par notre métier d'infectiologue, on a quand même très rapidement pu cerner au début de la pandémie les grandes caractéristiques de la maladie, ses caractéristiques épidémiologiques, ses caractéristiques cliniques. Et donc, ça a fait partie de notre temps, hein, ce temps dévolu à l'enseignement et au partage d'informations. Alors, en fait, ce partage d'informations, finalement, à une période, dont je parle surtout du tout début du mois de mars, où on avait peu de sources d'informations fiables, eh bien, on a dû l'exercer à la demande des médias. Les grands médias se sont rapidement aperçus que soit ils n'avaient pas de journalistes scientifiques, soit leurs journalistes scientifiques se sont trouvés débordés par les demandes d'informations. Et vous vous rappelez très certainement qu'en mars, l'essentiel de l'information, qu'elle soit radiophonique, télévisuelle ou écrite, était tourné autour de la Covid. On s'est rapidement aperçu qu'en fait, les médias, ce sont des ogres. Ce sont des ogres, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent continuellement de l'information que vous leur apportez, il n'y en a jamais assez. À partir du moment où on met le pied dans la diffusion médiatique de l'information scientifique, on est extrêmement sollicité et on est de plus en plus sollicité et on peut facilement se faire happer par la demande médiatique. Et pour partager avec vous ma propre expérience, mon rapport aux médias a débuté de façon complètement incidente, justement parce qu'il y a plusieurs années, j'avais été invitée sur un plateau de télévision à l'occasion du SIDAction, donc à la demande d'ailleurs du SIDAction, pour parler du VIH. Je crois que c'était aux alentours du 1er décembre, voilà, pour communiquer sur le VIH, le rôle du SIDAction dans la recherche scientifique autour du VIH-Sida, etc., etc. Et donc, à cette occasion-là, les médias, certains médias avaient gardé mes coordonnées et puis ils avaient appelé l'un d'entre nous qui n'était pas disponible pour intervenir sur ce fameux plateau de LCI avec l'ex-ministre, excusez-moi, son nom m'échappe, notre ministre actuel de la Culture qui était ministre de la Santé. Pardon ? Roselyne. Roselyne Bachelot, voilà. Je suis désolée, mais peut-être que vous l'avez reconnue. Bon, elle est un peu dessinée, très stylisée. Roselyne Bachelot, voilà. Donc, on s'est retrouvées toutes les deux sur un plateau de LCI. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que vous rappelez qu'elle a été extrêmement décriée pour sa gestion de l'épidémie de grippe H1N1, avec cet achat massif de masques qu'on lui avait reproché. Et moi, je me rappelle lui avoir dit, parce que je l'avais revu avant la pandémie de Covid-19, en lui disant qu'évidemment, elle avait eu absolument raison. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup échangé sur cette histoire des masques. Vous savez que ça fait une grosse polémique au mois de mars l'année dernière, où finalement, elle s'était retrouvée confortée dans les décisions qu'elle avait prises sur la grippe H1N1. Et d'ailleurs, ce qui était qui était un clin d'œil à tout ce qui s'est passé à l'occasion de la grippe H1N1, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés avec des kits de masques, tous ces kits qui avaient été constitués à l'époque de masques, de lunettes anti-projection, qui dataient de l'épidémie H1N1. Donc en tout cas, je me suis retrouvée sur ce plateau de télévision LCI avec Roselyne Bachelot, et justement, moi, ce qu'on m'avait demandé, c'était de parler de l'épidémie, du virus, de la maladie. Et juste avant de partir de l'hôpital, j'avais pris des masques FFP2 et masque chirurgical, pour expliquer la différence entre les deux. Et
Et en fait, cet abord pédagogique a fait un peu ma marque de fabrique, puisque je me suis retrouvée ensuite très fréquemment invitée. Alors là, vous voyez, je vous ai mis une image sur une autre intervention que j'ai faite 4-5 jours plus tard à la grande confrontation sur LCI, où on a été confronté à un public, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce système de questions-réponses, en fait, où on est là pour apporter des éléments pédagogiques sur ce nouvel agent pathogène, cette nouvelle maladie, ce qu'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et je pense que les scientifiques, dans leur communication, doivent garder cette humilité et ont ce rôle de passeur de savoir. On ce rôle de passeur de savoir où on ne nous demande pas notre opinion personnelle, et en particulier, je me suis retrouvée plusieurs fois à devoir réfuter une question d'un journaliste parce qu'on me demandait mon opinion sur une décision politique, et j'ai toujours essayé de rester très ferme et très juste en faisant passer une parole scientifique basée sur la raison, étayée par le fait scientifique. Ça, je pense que c'est extrêmement important de rester sur le fait scientifique et de faire preuve d'humilité, de dire ce que l'on sait, ce qui est moins sûr, et puis ce que l'on ne sait pas encore. Alors, évidemment, je crois qu'à un moment, quand émergent de nouvelles figures scientifiques que l'on a peu entendu s'exprimer auparavant, et ce d'autant que qu'on est une femme, et je pense que ça a joué un rôle aussi, cette médiatisation, le fait de représenter une catégorie d'experts qui a été extrêmement sous-représentée pendant cette crise sanitaire. Alors, c'était déjà le cas avant, hein, il y avait peu d'expertes femmes qui étaient interrogées régulièrement, qui parlaient ou dialoguaient en tout cas par la presse écrite ou à la radio avant la crise sanitaire. Peu de femmes, et encore moins de femmes pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Donc évidemment, le fait à un moment donné d'avoir cette exposition médiatique, eh bien, peut quelque part faire mettre en doute la parole scientifique. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on a évidemment, comme dans tout milieu, des contradicteurs. Le problème, c'est que nous, scientifiques, avons l'habitude de la contradiction dans l'arène scientifique. C'est-à-dire que on a des règles. Par exemple, quand on publie un papier, on le soumet à la contradiction des pairs. C'est-à-dire qu'on a des reviewers qui vont relire les résultats, enfin, qui vont relire les études que l'on publie, les résultats, et qui vont les confronter à ce qui existe déjà, qui vont souligner les faiblesses éventuelles du papier. Et on a comme ça une revue par les pairs de notre travail scientifique qui permet finalement de progresser de cette critique qui est constructive. Quand on passe directement dans les médias, souvent c'est celui qui parle le plus fort et qui surtout parle d'une façon disruptive qui va capter l'attention. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, en particulier pour ma part, à partir du moment où je me suis exprimée, enfin, où j'ai exprimé des réserves très sévères sur la façon dont l'hydroxychloroquine était évaluée comme traitement de la Covid-19. On a très rapidement quitté l'arène scientifique, je dirais, la confrontation scientifique habituelle, donc la critique par les pairs, parce que avec l'avènement de l'information continue et des réseaux sociaux, tout un chacun pouvait se darguer d'être covidologue et de porter un jugement sur le travail des uns ou sur les paroles des autres, avec surtout sans filtre, sans phare, et cette cacophonie induite par les réseaux sociaux et les médias, en particulier d'information continue, qui ne prennent pas le temps en fait de vérifier les informations et de creuser les choses comme on le fait dans des médias plus traditionnels. Eh bien tout ça, ça a entraîné de la cacophonie, et il suffit qu'il y ait certaines personnes dont la parole porte plus, parce que le charisme, en fait, l'abord charismatique peut beaucoup jouer. Eh bien on arrive finalement à un moment où tout ce que l'on peut dire va systématiquement être mis en cause, parce que justement, il n'y a plus ce filtre, et ce d'autant que on peut, quand on est face comme ça, quand on est tous impliqués dans une crise sanitaire
aussi importante qui nous touche dans tous les aspects de nos vies, il y a une anxiété généralisée qui se transmet, hein, qui se construit, qui se transmet, qui infuse les différentes strates de la société, les différentes strates de notre pensée. La tendance générale de la population va être de dire, mais on veut tout de suite quelque chose qui va nous sauver. Or, le temps médiatique est complètement différent du temps de la recherche. Ça prend du temps de faire de la recherche, ça prend du temps d'évaluer de façon méthodique des traitements, des tests diagnostiques, de comprendre en fait un processus épidémique. Et ce manque d'instantanéité de la recherche scientifique eh bien, a eu des effets très négatifs sur l'opinion qui, elle, attendait des réponses immédiates. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est ce que j'ai subi suite à l'affaire de l'hydroxychloroquine, avec un phénomène qui s'est porté sur les scientifiques, alors pas que sur moi, hein, sur beaucoup de scientifiques qui se sont exprimés, c'était ce cyberharcèlement avec, pour certains d'entre nous, des menaces de mort et vraiment une situation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que nous, scientifiques, on n'est pas du tout formés à ça. On n'est pas du tout formés à cette hyper-communication et, et on n'est pas formé finalement à l'utilisation des réseaux sociaux que moi je n'utilisais avant que pour faire passer de l'information scientifique. Alors, quelle leçon tirer de l'exposition médiatique? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Est-ce que je regrette cette exposition médiatique? Je ne crois pas, parce que je pense que la ténacité paye, surtout quand on a un discours de raison, un discours basé sur le fait scientifique, que l'on confronte que l'on confronte nos connaissances à des critiques constructives, hein, à des pairs qui apportent une critique constructive. Je pense aussi que le rôle des scientifiques pendant une crise sanitaire, c'est aussi de faire de l'enseignement de façon pédagogique, d'apporter des réponses aux questions que se posent les citoyens qui n'ont pas les armes scientifiques pour comprendre, les armes intellectuelles, les armes scientifiques pour comprendre. C'est évident qu'on est aussi exposé eh bien, au harcèlement. Là, je vous mets deux extraits de tweets parmi des milliers d'autres. Hein. On pourrait se réfugier derrière derrière notre bureau et dire non, moi, mon rôle, c'est uniquement de soigner ou uniquement de faire de la recherche. Non, je pense qu'il faut surtout connaître, avoir une formation à la maîtrise des médias, parce qu'on a un peu été jetés, nous, les scientifiques, dans l'arène, en fait, hein, et il a fallu qu'on apprenne, en fait, au contact, il a fallu qu'on apprenne à se protéger et puis surtout à garder une ténacité, à croire en l'importance de transmettre les bons messages. Je pense également qu'une des grandes leçons à tirer, c'est qu'il faut qu'on ait un organisme en France qui soit efficace pour lutter contre l'infodémie. Donc, vous parliez de l'Infox en introduction. Un organisme qui lutte contre l'infodémie, c'est absolument important parce que alors ça part donc ça peut partir de l'enseignement au collège, au lycée, mais également une espèce de formation continue hein, de la population à savoir trier l'information qu'on lui donne, et peut-être à se doter, nous, d'outils de régulation qui pourraient intervenir quand on est manifestement en face d'un phénomène d'infodémie. Et pour l'instant, on est dans une démocratie où la liberté de parole est sacrée. Eh bien, ça a quand même des revers négatifs et on a vécu une expérience traumatisante avec l'hydroxychloroquine. Vous parlerez tout à l'heure des vaccins. On a failli aussi vivre quelque chose de traumatisant avec les vaccins. On a mieux réussi avec les vaccins qu'avec l'hydroxychloroquine. Et donc, j'espère qu'on tirera les leçons de la nécessité d'avoir des organismes de régulation de l'infodémie. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pendant ces 20 minutes que vous m'avez accordées pour présenter mon opinion, mon expérience personnelle.
Que je remette mon micro. Merci beaucoup, professeur Lacombe. Ce que je vous propose, c'est, on a quelques questions, de vous passer quelques questions. Une qui sera de moi et d'autres qui seront du public. J'avais une première question, c'est que vous parlez du rôle, vous parlez du rôle de passeur de savoir, ce qui est un très très beau rôle. Autant je comprends que vous étiez habitué face à vos étudiants à jouer ce rôle d'enseignant, en tout cas à passer de l'information scientifique, mais la chose va être complètement différente à la télé. Et dans ces cas-là, comment on garde un équilibre entre la vérité scientifique et les exigences des médias? Est-ce que c'est compliqué quand on est, voilà, quand on est plutôt habitué à parler devant des étudiants? Alors, vous voulez dire comment est-ce que il faut faire attention à ne pas déborder de notre rôle de scientifique, hein, c'est ça? Ne C'est pas plutôt déborder sur un rôle plus comment on peut politique. faire simple sans être simpliste. Voilà, c'est ces Ah, questions-là. Voilà. ah, Est-ce que c'est un exercice compliqué? ah oui, c'est un exercice qui est compliqué. Oui, je pense que on acquiert cette capacité-là justement quand on enseigne à différents types de publics. Et moi, j'ai déjà fait de l'enseignement au lycée, par exemple. On est obligé d'avoir un discours très vulgarisant, mais sans tomber, comme vous dites, dans le simplisme, mais également aux étudiants du premier cycle, des étudiants en sciences, premier, deuxième cycle, la formation continue. On, c'est vrai que c'est pas très simple d'adapter son discours. Et j'espère, et c'est toujours le risque qu'on a hein, de tomber dans le simplisme. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'être simple parce que on a besoin de tout. Moi, je trouvais que dans cette pandémie, ce qui était important, c'est de toucher toutes les strates de la population. Et je me suis autant exprimée dans des médias comme des grands journaux comme Le Monde ou des médias qui sont plus proches, on va dire, du peuple, comme Gala, Voici, Femmes Actuelles, parce que j'estime qu'il n'y a pas de ségrégation, de discrimination à faire sur les publics qui lisent ces différents médias et que notre rôle aussi, c'est de faire passer le message à tout le monde, quel que soit le niveau de formation qu'on a. D'accord. Après, j'ai une autre question. Ça fait quand même un an maintenant que voilà, on parle du Covid, on en parle moins ces derniers temps parce que je pense que tout le monde commence à souffler un petit peu et qu'on en voit le bout, en tout cas on l'espère. Est-ce que entre le début de l'épidémie et entre on espère cette fin bientôt, en tout cas progressive de l'épidémie, vous avez l'impression que la parole scientifique et la considération de la parole scientifique a évolué? Est-ce que vous avez l'impression que il y a eu une meilleure considération, une déconsidération ou c'est plus nuancé que ça? Non, je pense que c'est plus nuancé que ça. Après, il faut pas non plus, il faut faire attention au pouvoir amplificateur des médias. On parle, je crois qu'il y a un article du Monde qui est sorti hier ou aujourd'hui sur finalement, est-ce que la majorité silencieuse, est-ce que c'est pas justement la majorité de la population qui a accepté, qui a écouté, qui a accepté ce qui s'est passé, qui a appliqué les mesures barrières, qui a accepté le confinement et qui maintenant se vaccine. On entend beaucoup la minorité très bruyante, mais la majorité silencieuse qui est peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Peut-être que vous nous en direz un peu plus, Gaëtan, sur la vaccination, par exemple. On a par exemple en décembre donné beaucoup d'importance aux antivax, et ce qui a d'ailleurs freiné le déploiement initial des premières semaines de la vaccination. On s'est aperçu qu'en fait, c'était une minorité bruyante, mais vraiment une petite minorité. Donc, je crois que on nous a beaucoup opposé à un moment donné avec aux politiques, par exemple. C'est la parole des scientifiques contre la parole des politiques. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé que ça. Je pense qu'on a tous des spécificités, on voit tous les choses différemment, on s'est tous exprimés de façon différente. Les décisions n'ont pas toujours été celles qu'on a voulu, mais en même temps, on est tous allés dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a tous voulu à un moment donné aider à sortir de la crise. Et après, les moyens qui ont été utilisés n'étaient pas forcément les mêmes et ça ne s'est pas toujours fait en accord entre tout le monde. Mais en même temps, c'est normal. Hein, c'est normal on est en démocratie. C'est normal qu'on ait des différences de point de vue. Le principal, c'est qu'on arrive au même point.
Et j'ai aussi une dernière question qui peut paraître un peu, là c'est plutôt à la soignante. Est-ce que vous considérez, enfin, est-ce que vous avez déjà rencontré avec vos patients des difficultés liées justement au fait que ce soit des gens qui soient convaincus par des infox ou qui de mauvaises informations et qui soient, voilà, qui aient fait confiance à ce type de choses dans le soin, c'est-à-dire qui s'opposaient à des options ou des propositions en considérant que c'était lié à leur propre Alors, représentation. oui, alors on a, enfin, pas tant que ça finalement. On a eu bien sûr des gens qui ont pris l'hydroxychloroquine à la maison et qui se sont retrouvés à l'hôpital et qui ne comprenaient pas pourquoi ça n'avait pas marché. Donc après, voilà, il suffit d'expliquer, faire de la pédagogie, et ça c'est assez simple. On a eu aussi des personnes qui ont refusé de se faire vacciner et puis qui sont arrivées malades à l'hôpital, en particulier des personnes âgées qui en sont décédées. Donc malheureusement, c'est une illustration par l'exemple hein, que c'était pas une bonne idée de ne pas se faire vacciner. Alors, après, je ne dis pas que. Enfin, si, je pense que s'ils avaient été vaccinés correctement 2 doses, ils ne seraient peut-être pas décédés à l'heure qu'il est. Enfin, j'ai envie de le croire. Mais après, on n'a pas eu d'opposition franche au traitement qu'on pouvait proposer. Euh, Parce qu'en même temps, quand on est malade à l'hôpital, enfin, quand on est malade de la Covid-19 à l'hôpital, c'est une situation qui est extrêmement anxiogène, avec une issue qui peut être rapidement fatale et qu'à un moment donné, on est obligé de faire confiance aux personnes qui nous prennent en charge. Donc on a plutôt été dans cette situation-là et je dois dire on a plutôt été extrêmement remerciés des soins qu'on avait pu prodiguer plutôt que critiqués dans les options thérapeutiques qu'on proposait. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole au docteur Chambon, qui est directeur de la communication de l'Institut Pasteur et que je connais aussi depuis longtemps, en tout cas de nom, pour avoir travaillé chez Arcade SIDA, si mes souvenirs sont bons, il y a longtemps, je crois. Et on va vous donner la parole sur la manière dont l'Institut Pasteur a réagi aux différentes attaques dont il était la cible. Donc, je vous laisse la parole, monsieur Chambon. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup pour m'avoir invité. Et c'est vrai que SIDAction, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, puisque j'étais dans la petite équipe pour Arcade SIDA à l'époque, avec d'autres associations, bien sûr, qui a monté le premier SIDAction. Mais au-delà de ça, j'étais médecin à l'époque, mais j'étais aussi directeur médical d'Arcade SIDA et du journal du SIDA. Et c'est sûr que depuis 7 ans, je suis directeur de la communication de l'Institut Pasteur. Entre-temps, j'ai eu toute responsabilité en com. Donc, j'ai à la fois une formation de médecin et de communicant. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que la communication, c'est un métier quand même. C'est un métier assez compliqué et c'est un métier qui a été rendu encore plus compliqué par le développement de la communication digitale. Et peut-être qu'une des leçons de cette épidémie, c'est que je crois que définitivement la communication, ça ne s'improvise pas et ça ne peut pas se faire tout seul. Et c'est ça la grande difficulté. Alors, en introduction, je voudrais plutôt parler de la parole des experts et de la parole scientifique. J'ai bien entendu Karine Lacombe, qui, bien sûr, il faut relativiser les choses. Il y a eu du bon, du moins bon et du très mauvais. Mais quand même, on a globalement un problème à la fin de l'histoire, si je puis dire, et on n'y est pas, de décrédibilisation de la parole médicale et scientifique. Et c'est bien dommage, ou en tout cas de perte de confiance dans la parole médicale et scientifique. Et c'est bien dommage parce que jamais il y avait eu une telle exposition médiatique, et même, je crois, dans l'épidémie de sida, si je regarde. Je voulais dire en introduction, il y avait René Friedman, le professeur René Friedman, qui était à la matinale de France Culture vendredi dernier. Et Guillaume Erner lui disait, en tant que médecin, professeur de médecine, clinicien, quelles sont les 3 choses qui vous ont marqué ou que vous retenez de cette épidémie? Et il a dit, la première pour moi, c'est la formidable mobilisation des personnels de santé. Et face à quelque chose de terriblement difficile, lourd, volumineux, long dans le temps, finalement, les professionnels de santé en France, en tout cas, ont fait face avec beaucoup de courage et de détermination et d'engagement.
La deuxième chose, c'est le formidable succès de la science. Et c'est vrai que c'est exceptionnel qu'un vaccin, et plusieurs maintenant, ait pu être mis au point aussi rapidement et avec cette technologie d'ARN messager auquel vraiment très peu de gens, sur laquelle très peu de gens auraient parié en janvier 2020. Un an pour mettre au point un vaccin, ce n'est pas dans le contexte de l'épidémie de sida que je vous dirais que c'est un succès exceptionnel, mais c'est valable pour toutes les autres pathologies. Et puis la troisième chose, c'est il a dit lui-même, c'est ma grande tristesse que l'image de la communauté médicale et scientifique et surtout sa crédibilité, c'est-à-dire la confiance dans l'information qu'elle dérive, n'en sortent pas grandie à cause des controverses, des polémiques récurrentes qui ont conduit pour une part au discrédit de leurs paroles en général. Et je serais quand même plus sévère que Karine Lacombe sur ce que le public en général pense aujourd'hui. C'est si vous allez discuter avec des gens de la rue sur qu'est-ce qu'ils pensent des experts, ils vous diront oh là là, ils sont jamais d'accord. On peut pas tirer quelque chose qui soit utile pour nous. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, parce que pour moi, c'est un problème de démocratie et de démocratie sanitaire. Il faut que le public soit beaucoup mieux informé et puisse se faire une opinion par lui-même. Et aujourd'hui, la fonction d'information n'est pas si bien remplie que ça. On pourra discuter sur comment on pourrait améliorer ça. Alors, je voudrais dire aussi qu'on avait organisé avec Arcade Sida à l'époque et la NRS, si je me souviens bien, en tout cas une partie de la NRS et l'école des hautes études en sciences sociales, au tout début des années 90, un colloque qui était à peu près le même que le thème de la conférence que vous organisez, qui était autour de information, médiatisation sur la question du VIH-Sida. Et je ne voudrais surtout pas faire un procès des médias, parce que bien sûr, les médias ont évolué, et bien sûr, une des composantes de cette épidémie, quand on la compare historiquement, c'est l'évolution incroyable et la transformation incroyable du paysage médiatique. Mais le problème de la désinformation, le problème de la crédibilité, le problème de la contribution des médias à une communication idéalement pédagogique, c'est un problème qui préexistait largement aux réseaux sociaux et à la communication digitale et qui préexistait aux chaînes d'information continue dont on pourrait effectivement, et Karine Lacombe l'a fait, discuter sur les bons et les mauvais de la chose. Et donc, moi, ce n'est pas tellement la question du procès des médias que je veux faire, même si, encore une fois, il faut le faire. Enfin, il n'y a pas une économie à faire là, mais c'est plutôt une réflexion sur la parole des experts et la communication des experts. Et de ce point de vue-là, il y a pas mal de réflexions aujourd'hui dans une institution comme Pasteur. On a déjà beaucoup réfléchi à c'est quoi la responsabilité des experts, c'est quoi les enjeux éthiques de la communication scientifique, c'est quoi la mission d'information d'une institution scientifique par les scientifiques qui l'hébergent. Et ça me paraît vraiment indispensable. Je ne crois pas trop aux organismes de régulation, on pourra en reparler. En revanche, je pense que chaque expert, qu'il soit médical, scientifique, spécialiste des sciences sociales, chaque expert doit avoir une haute responsabilité de ce que doit être sa communication et comment doit être sa communication dès lors qu'il s'adresse au public en général et a fortiori avec des médias qui sont puissants. Alors, c'est très difficile parce que j'ai cette petite considération rapide pour balayer la question des experts. La première des choses, c'est que les experts sont souvent seuls. Et je pense que Karine Lacombe ne me dira pas le contraire. Je ne sais pas jusqu'à quel point son institution l'a soutenue dans ses démarches de communication. Il y a beaucoup de médecins de la PHP qui passent en médias. La plupart du temps, ils se font interviewer sur le trottoir devant l'hôpital parce que ou leur institution leur a dit que ça ne se faisait pas dans le service, ou ils n'ont pas géré ça, ou la com de la PHP n'a pas géré ça. Bon, les experts sont souvent seuls. Or, faire de la médiatisation tout seul, c'est très difficile. Il faut être vraiment excellent. Les experts ne le sont souvent que dans un seul domaine.
Et même dans celui-ci, face à une épidémie nouvelle, ils ne peuvent avoir toute l'information. À titre d'exemple, à Pasteur, on a géré en fait un pool de 25 personnes avec des compétences multidisciplinaires et des compétences complémentaires qui ont été amenées à intervenir dans les médias. Et 25, je dois même être encore un peu en dessous du chiffre. Et voilà, il y avait plein de sujets et ce n'est pas possible d'être expert dans tous les domaines. Or, le problème, c'est que tous les experts n'ont pas l'humilité qu'a évoqué Karine Lacombe de dire excusez-moi, je ne sais pas. Et certains l'ont. Alain Fischer a fait des interviews formidables où il disait je n'ai pas les datas, je ne peux pas répondre à votre question. Et donc, il y a une vraie pression médiatique de toute façon. Et si on n'a pas cette humilité-là, alors tout peut se passer. Rapidement, les experts ne sont pas des oracles. On a une vraie question dans cette épidémie du temps de la science. La connaissance dans le domaine scientifique et médical n'est pas finie, a fortiori avec une maladie nouvelle et émergente. Et ça aussi, ça confronte au besoin d'humilité qui a été évoqué et que je partage, mais qui n'est pas le souci de tous. Les experts ont plus ou moins de charisme en communication et surtout d'empathie. Souvent, les soignants ont plus d'empathie que certains, naturellement, mais voilà, il y a des experts plus fondamentalistes qui peuvent parler de façon pas du tout empathique et passer à côté finalement de l'objectif. Les experts ont plus ou moins de charisme en communication. Les experts, la plupart du temps, n'ont aucune formation en communication et encore moins en médiation scientifique. C'est un métier, la médiation scientifique, et il y a des formations à la médiation scientifique. Et il y a un cursus qu'on est en train de mettre en place à Pasteur pour tous les scientifiques intéressés par ça. Et je pense que dans 5 à 10 ans, tous les scientifiques d'institutions comme celle-là auront à un moment ou à un autre, de façon obligatoire, à suivre ce genre de formation à la médiation scientifique. On ne parle pas, bien sûr, au public comme on parle dans un colloque scientifique ou à ses collègues. Et de mon point de vue de directeur de la communication, une communication, ça se pense et ça se prépare. Et si on n'a pas pensé sa communication, notamment sur la question des vaccins, par exemple, si on n'a pas, et on a beaucoup travaillé il y a 2 ans en amont de l'obligation vaccinale sur cette communication-là, avec beaucoup de gens très intéressants, voilà, il y a toute une mécanique, il y a tout un corpus de com à construire. Et puis, enfin, les experts sont des hommes et des femmes avec des émotions et des personnalités qui influencent obligatoirement leur position et leurs propos. Je parlerai quand même des problèmes d'égocentrisme, des problèmes de personnalité narcissique, dont on a eu quand même un super spectacle pendant cette épidémie. Et on peut très bien dire que les choses ont été aggravées par la problématique des fake news sur les réseaux sociaux. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Mais on n'a pas eu besoin des fake news pour avoir des controverses massives liées à la personnalité de certains experts qui, de mon point de vue, ont totalement dérapé. En regard de ça, une communication d'expert idéal, et là aussi Karine Lacombe l'a dit, devrait être stricto sensu basée sur des preuves, un peu comme une evidence-based communication, des faits, des chiffres, des études. Si on n'a pas ça pour s'appuyer, pour appuyer son discours, alors on ne devrait pas s'exprimer ou dire qu'on ne peut pas s'exprimer. Et ça, c'est un vrai problème. Vous pouvez prendre plein de débats qu'il y a eu sur plein de chaînes et dans certains journaux, et vous avez beaucoup de dérapages quand même. Et là, on touche un point majeur, c'est-à-dire que je pense que la communication scientifique et médicale devrait être le plus pédagogique possible et permettre aux gens de se faire leurs propres convictions sur des bases solides. Et on a une problématique autour de la connaissance de la science, finalement, de la connaissance de la méthode scientifique. Et il y a certainement un très gros travail à faire d'éducation en général sur la méthode pour pouvoir expliquer pourquoi on peut affirmer un certain nombre de choses et pourquoi on ne peut pas en affirmer d'autres.
Et dès lors que vous avez des experts ou présentés comme tels qui commencent à dire je crois que, je pense que, il me semble que, ma conviction c'est, moi j'ai un peu peur. Et on a eu quand même sur certaines questions, y compris des questions assez techniques sur l'épidémiologie en ce moment et sur les modélisations, il y a quand même un spectacle télévisuel, je peux vous donner les noms si vous voulez, de tous les gens qui s'expriment sur les modélisations. Il y a énormément de dérapages. C'est peut-être pas grave, mais à chaque fois, c'est quand même une information qui n'est pas très bonne. Donc, en regard de ça, puisqu'il me reste quelques minutes, on a eu la chance. Alors, on a été confronté à l'Institut Pasteur à une. On est beaucoup sollicité, on communique beaucoup, on a une politique de communication qui est assez structurée. On a un dispositif de communication qui est très structuré, et ça, c'est très important. On fait souvent le procès du digital, mais pour un organisme de recherche comme Pasteur et pour une direction de la communication comme Pasteur, dès lors que vous avez la conviction que vous avez aussi dans votre mission une mission d'information du public, vous pouvez vous doter d'outils de communication extrêmement puissants. Et le miracle de la digitalisation, c'est que vous pouvez gérer vos propres médias et faire votre communication de A à Z. Donc, nous, par exemple, on a ouvert un espace de communication pour le public Covid le 14 janvier 2020. On avait une première fiche maladie qui s'est étoffée au fil du temps, qui était en ligne le 17 janvier 2020. Et pour vous donner un ordre d'idée, cette fiche maladie a fait 6 millions de vues et le site de Pasteur a fait 12 millions de visiteurs pendant la crise. Avec une fréquentation énorme, beaucoup d'informations pour mettre en garde contre les fausses informations et une actualité scientifique liée à nos propres activités qui était pushée de façon extrêmement quotidienne en fait sur nos médias. Donc ça, c'est la force d'avoir une institution. Et je pense que toutes les institutions d'expertise, quelles qu'elles soient, devraient avoir ce type de stratégie de communication parce que finalement, on fabrique de la connaissance. Les scientifiques fabriquent de la connaissance. Ils communiquent cette connaissance à leurs pairs, c'est par la communication scientifique, c'est le mode habituel, mais on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, cette information, elle est précieuse, notamment dans certains domaines, et quand elle est précieuse dans certains domaines, alors il faut qu'on se dote, à la fois les experts et les organismes qui les hébergent, des moyens de la mettre en ligne, de la communiquer positivement. On est monté quand même, et ce n'est pas terminé hein, pour nous en tout cas, on est à peu près entre 60 et 80 sollicitations presse par jour, et on est monté à certains moments jusqu'à 300 sollicitations par jour. Et on a, c'est pour ça que je vous dis qu'on a travaillé avec 25 experts à peu près. On a 120 000 retombées presse pendant l'année 2020, ce qui est 4 à 5 fois plus que ce qu'on fait habituellement. Et on a mis en place une politique très stringente de tri, parce que de toute façon, on ne pouvait pas gérer. On a géré au début beaucoup, parce qu'en janvier, en tout cas janvier, février, mars, y compris les services de l'État, renvoyaient vers Pasteur toutes les demandes presse techniques, en disant appelez Pasteur, ils sauront. Sauf que c'était bien sympa, mais d'abord on ne savait pas forcément, et ensuite c'était énorme. Donc les premiers mois, en tout cas, on l'a géré comme ça et on a presque répondu à tout. À partir de mars, quand on a vu se développer le volume d'informations, on est devenu très très sélectif. Il y a des choses qu'on a supprimées. Effectivement, on a quasiment blacklisté les chaînes d'information continue en considérant que les scientifiques n'avaient pas l'espace de qualité nécessaire pour pouvoir passer leur message et qu'on ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, en faisant ça, bien sûr, on a laissé la place à d'autres parce que Karine a raison, les médias sont des ogres. Hein. Si vous leur dites non, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Il faut qu'ils fassent leur antenne. Et donc, bon, voilà, vous avez vu plein de gens très différents
passer dans les médias. Pour conclure, je voudrais faire deux réflexions rapides. Une première liée au fait que deux de nos experts étaient dans le conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement et que ça n'a pas facilité notre communication non plus, ça, et que ça a créé pas mal de complexité, notamment autour de la communication sur nos travaux concernant les modélisations. Je pourrais développer ça parce que c'est un vrai sujet, parce que moi, j'avais un souci majeur qui est que, de mon point de vue, ces travaux de modélisation, dans une démarche tout à fait d'accès aux données, devaient être très accessibles, mais le fait que des experts soient impliqués dans le conseil scientifique fait que ces modélisations, leur communication en a été bloquée. Et donc, il a fallu attendre, négocier pendant plusieurs mois pour arriver à trouver un système satisfaisant de médiatisation de ces modélisations. Et je pourrais faire le même discours sur d'autres sujets, mais celui-là est très symbolique. Et donc, depuis 6 mois maintenant, un petit peu moins, on a un espace dédié et une politique très structurée pour mettre à disposition ces informations, sachant que ça pose quand même une certaine difficulté, puisque ce n'est pas des communications scientifiques stricto sensu, et que ça demande donc un peu une adaptation pour être communiqué. Et puis enfin, problème des fake news. Alors, vous voyez, je ne l'ai volontairement pas traité en premier parce qu'on pourrait en dire beaucoup, mais vous comprendrez en creux que tout ce que je viens de vous dire nous a permis effectivement de faire face à ce qui a été une attaque, une première attaque massive dont on a pris connaissance le 17 mars à 8 heures, avec une vidéo qui était déjà vue de façon masquée, si je puis dire, par 3 millions de personnes, qui était une vidéo calomnieuse, expliquant avec beaucoup de force, détails et arguments que c'est l'Institut Pasteur qui avait inventé le SARS-CoV-2. Il faut que vous sachiez que cette thèse, depuis, elle est dans les réseaux sociaux. Elle a été reprise par plein d'acteurs de ces réseaux et elle revient régulièrement sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire que le phénomène d'infox n'a jamais vraiment été éteint. Là, c'était un épisode assez massif, puisque je vous dis, il y avait 3 millions de vues à 8 heures du matin. Cette vidéo qui ensuite a été retirée par Facebook au bout de 48 heures avait quand même atteint 5,5 millions de vues. Et quand elle a été retirée, elle a été rediffusée sur un autre compte qui a refait 3 millions de vues et rediffusée sur d'autres réseaux, WhatsApp, Snapchat. Donc le traçage a été extrêmement difficile. La seule chose, c'est que comme on a ce dispositif de communication, on a pu réagir très très vite et répondre massivement. Et en fait, on a fait, dans la matinée du 17, on a monté à la fois un communiqué de presse, un fact-checking, une vidéo, des communications sur nos réseaux, et puis un réseautage avec tous les organismes de fact-checking des différents médias. Et c'est pour ça que les médias, ils font aussi du bon travail, certains. Et donc, ce fact-checking a été repris par Le Monde, France Inter, l'AFP, BFM, Huffington Post, RTBF, et même au Canada et aux États-Unis et par les agences internationales, Reuters par exemple, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a réussi à monter quand même en 48 heures à 6 à 7 millions, d'après nos calculs, d'impact de cette réfutation, en fait. Néanmoins, le mal est toujours fait, hein, c'est-à-dire que les choses restent et je vous dis, les choses reviennent. Bon, ce fact-checking, enfin, cette attaque a eu des suites juridiques et on y est en ce moment. Et ensuite a été largement reprise maintenant par d'autres organismes qui sont plus dans des stratégies anti-vax, qui se servent de ça parce que c'est plus tellement, c'est plutôt l'image de l'Institut Pasteur comme maison de la vaccination
qui finalement est attaqué comme ça, et c'est un moyen indirect de lutter contre la vaccination. Voilà, je conclurai là. Juste une réflexion sur les organismes de régulation, parce que face à cette situation, effectivement, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien. Moi, je voudrais dire une conviction, c'est je ne crois pas qu'il faille qu'un organisme public, je dis bien public, soit identifié, ça existe en Angleterre, en Royaume-Uni, soit identifié pour les médias comme l'organisme de référence. Pourquoi je ne crois pas? Parce que justement, quand vous regardez bien les études de crédibilité et de confiance, la confiance finalement dans la parole institutionnelle n'est pas si grande que ça. Et les organismes qui ont toujours la meilleure cote de confiance, c'est soit les scientifiques, soit les experts médicaux. Et il me semble qu'il faut que justement ces pôles d'expertise, bien sûr, je parle pour l'Institut Pasteur, mais la PHP pourrait le faire et devrait le faire de façon plus manifeste. Le CNRS, l'INSERM font des choses plus ou moins bien, mais certaines sont bien. Je pense que c'est au sein de ces organismes-là, avec la ressource des experts qui travaillent pour ces organismes, qu'on a la meilleure chance de construire des corpus de communication et des stratégies de communication qui soient efficaces. Le ministère de la Recherche, là, pendant la crise, a créé une plateforme. Je vous renvoie à cette plateforme. De fait, elle utilise pour fonctionner, pour la majeure partie, des documents qui ne sont pas des documents sources, voire des documents qu'elle prenne chez nous, plus ou moins en le demandant d'ailleurs, pour les rediffuser. Et donc, je ne vois pas bien à quoi ça sert. Voilà, encore une fois, merci pour votre invitation et je pense qu'on n'a pas fini de parler de la communication pendant cette épidémie de Covid. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions qui sont tombées et une première, c'est sur les fake news. Forcément, parce que ça attire un peu l'attention. On ne peut pas nier que l'Institut Pasteur, quand même, a une réputation d'être une maison sérieuse. Donc, quel était l'intérêt de réagir au niveau juridique, par exemple, pour Pasteur, même si, voilà, ça peut paraître un peu, parfois, ça peut paraître un peu extrême. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, effectivement, c'est la première fois qu'on le fait. On a beaucoup réfléchi avant de le faire. On l'a fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que les propos étaient graves. Il y avait vraiment une accusation de fond et qui était, c'est à l'Institut Pasteur que le virus a été créé après manipulation et dans l'intention de nuire, hein, puisque l'idée de la thèse, c'était que si on avait fait ça, c'est parce qu'on avait un vaccin sous le coude. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ils se marrent bien maintenant qu'on a arrêté le développement de notre principal projet vaccin en disant « Ah ben finalement, 6 mois après… » Bon, donc, les propos étaient graves. Le deuxième, c'est que je vous ai passé les détails, mais cette FEC a entraîné plusieurs actions d'attaque, d'abord individuelles des scientifiques, d'appels, de messages, de menaces, d'interpellations dans la rue, de personnes qui se sont présentées aux accueils en agressant les hôtesses, de tags sur les murs. C'est-à-dire que ça ne s'est pas limité à une vidéo. Il y a des personnes qui sont venues et qui ont fait des scandales au niveau du centre médical de l'Institut Pasteur. Voilà, et les scientifiques, puisqu'il y avait plusieurs scientifiques qui étaient nommément désignés dans cette vidéo, avec leur nom et parfois leur adresse, puisqu'il y a la couverture du brevet qui était présentée, ont eu le même genre pour certains de problèmes à leur domicile. Donc, bien sûr, ça a des suites. Enfin, c'est pas que un problème de com, c'est aussi un problème de sécurité des personnes. Je vois, oui. En effet, c'est plus précis dans ces cas-là. Une autre petite question, c'était
vous avez évoqué un peu l'obligation vaccinale, qui est aussi quelque chose qui a fait, en tout cas les réflexions éthiques autour de l'obligation vaccinale, qui pose beaucoup de questions et qui a beaucoup, qui a beaucoup posé question. En tout cas, on a vu ça dans les médias et des réactions spécifiques. Et ça nous permettra de faire le lien avec Gaëtan, justement, après. Comment on fait, justement, pour informer intelligemment sur les vaccins? Quels sont et connexement, en fait, comment on fait, parce que vous en parliez, pour faire les choses bien avec des experts, parce que vous avez un pool d'experts, et comment on fait pour communiquer bien, et quelles sont vos recettes, d'une certaine manière, pour que vos experts communiquent bien? Les recettes, elles sont un peu en creux de ce que j'ai dit. Encore une fois, je pense que on est sur des sujets qui sont des sujets compliqués. Et on est sur des sujets qui nécessitent de faire de la pédagogie, voire de la médiation scientifique si les médias s'y prêtent. Parce qu'il faut du temps, il faut des contextes, enfin bon. Moi, je suis absolument convaincu, parce que c'est ce que je vis depuis 7 ans et c'est ce que j'ai vécu aussi, mais à vraiment à tout petite échelle quand j'étais à Arcade Sida. Il faut avoir une structure qui vous accompagne, enfin, les experts et tous les. Il y a beaucoup de cliniciens qui, après un certain temps de carrière à l'hôpital, viennent à Pasteur. Ils apprécient énormément l'accompagnement qu'ils ont à Pasteur en disant bah, si j'avais eu ça avant, ça aurait été quand même beaucoup plus facile pour moi. Notamment quand vous avez un afflux de demandes comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui trie les demandes médias. Il ne faut pas répondre à toutes les demandes. Il y a des demandes ou alors il faut les pré-traiter. Et franchement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des endroits où il ne faut pas aller, il y a des cadres d'émissions qu'il faut réfuter. Bon, voilà. Au-delà de ça, il y a quand même une sélection à faire. Encore, je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont des meilleurs communicants que d'autres. Et sur certains sujets ou certaines situations, il faut des bons communicants. Et la communication, ça se travaille. J'ai travaillé dans le privé. Dans le privé, vous n'avez pas un dirigeant responsable d'entreprise qui ne suive pas des médias training. Demandons à Karine Lacombe combien de chefs de service de la PHP ont suivi un média training. Très peu, je pense, aucun. Et c'est proposé par les structures de communication. Ce que je veux dire par là, c'est que la com est devenue quelque chose d'assez compliqué. Et tout ce qu'on vient de dire, je pense, le montre. Tout ce qu'on voit le montre. Et que dans la gestion des médias, en tout cas, il faut du professionnalisme. Après, l'autre aspect des choses, c'est que le miracle du digital, c'est qu'avant, vous faisiez des conférences de presse en espérant que les journalistes allaient bien prendre ce que vous allez leur dire et qui feraient idéalement le papier que vous aviez envie de voir. Aujourd'hui, le papier que vous avez envie de voir, vous pouvez le faire sur vos outils de communication digitale. Et si vous les avez installés comme des médias, alors vous devenez un média. Juste pour votre information, on a différents outils de push, de communication à Pasteur, dont une newsletter mensuelle. Sachez que, par exemple, pour la fake news, en utilisant nos réseaux qu'on a installés et les personnes qui nous suivent ou qui sont abonnées à nos lettres ou à nos informations, on a pu contacter 500 000 personnes dans la matinée. Il y a 500 000 personnes à qui on a envoyé la réfutation parce qu'ils avaient accepté de recevoir de toute façon des informations de Pasteur. Donc, voilà, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de professionnalisme dans la com. Le vaccin, je n'ai pas le temps d'y répondre, sinon je vais être trop bavard. C'est un vaste sujet très compliqué et je voudrais laisser la parole à Gaëtan parce qu'on est déjà bien avancé. Merci beaucoup. Et ben, pour le coup, la transition est faite. Donc, je vais passer la parole à Gaëtan Thomas qui va nous faire une intervention sur la vaccination, abstention et mesures de l'abstention. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez correctement? Oui. Parfaitement. Super. Je vous remercie de l'invitation et je suis très honoré de passer après Karine Lacombe et M. Chambon. Quelques remarques préliminaires. Donc moi, je parle du point de vue de l'historien. J'ai beaucoup travaillé dans ma thèse de doctorat sur l'histoire de l'épidémiologie des maladies infectieuses en France au XXe siècle, qui est une histoire un petit peu de marge, qui était en partie effectuée par...
qui était dont une institution dont on a un petit peu oublié l'existence aujourd'hui a effectué l'essentiel du travail, c'est le Centre international de l'enfance. La vaccination n'a pas été prise en charge, en tout cas son étude dans une perspective épidémiologique par des institutions très centrales entre les années 50, disons, et les années 80-90, avant l'invention de nouvelles bureaucraties sanitaires. Et donc, je ne vais pas vous présenter ces travaux, je vais présenter d'autres travaux d'historiens dans ces interventions, essayer d'introduire une plus grande profondeur de vue. Et je voulais dire aussi, comme c'est la convention du SIDAction, qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'hôpital Claude Bernard avec l'historien Guillaume Lachenal, qui était le grand hôpital du sida dans les années 80. Beaucoup d'infectiologues y ont été formés, ont été internes, et peut-être que c'est le cas de Madame Lacombe, mais en tout cas, quand je ne cesse de rencontrer des gens qui sont passés par Claude Bernard, soit des médecins, soit des personnes qui ont été hospitalisées ou qui ont des proches hospitalisés. Donc voilà. La deuxième remarque préliminaire, et je ne vais pas en faire trop parce que c'est une intervention courte, j'ai utilisé le terme d'abstention dans le titre de la présentation, parce que non pas que la terminologie soit controversée en matière d'hésitation vaccinale ou de refus de la vaccination, mais elle a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'hésitation vaccinale, et c'est lié aussi à tout un appareil statistique qui est assez récent. Et donc, comme je ne vais pas forcément parler que de la période contemporaine, j'ai préféré prendre un terme assez peu courant et plutôt neutre d'abstention devant la vaccination. Alors, les questions de confiance et de crédibilité sont centrales, évidemment, quand on s'intéresse à la vaccination. Elles sont très présentes dans les sources, mais pas avec la même intensité qu'aujourd'hui. Et c'est évident parce que la vaccination, comme une mesure de prévention, eh ben, ça suppose, c'est un calcul à la fois individuel et collectif qui ne s'impose pas de lui-même. C'est un peu un pari sur l'avenir. Et on fait ce choix, le choix de la vaccination, en fonction de données disponibles, de dispositions individuelles, et les données, bon, bah, elles passent par des médiateurs. Il faut faire confiance à ces autorités médicales pour choisir ou non la vaccination si elle n'est pas obligatoire. Donc la notion de confiance, de crédibilité, pas forcément d'ailleurs avec ce terme-là, mais bon, est très présente dans l'histoire de la vaccination, mais elle est extrêmement présente aujourd'hui. Elle était sans doute moins dans les années 50, 60 et 70. Néanmoins, si cette question, la question de la confiance s'impose comme quelque chose de nécessaire quand on travaille sur la vaccination, il y a des grandes différences d'approche sur ce phénomène de la confiance. Et aujourd'hui, bon, des fake news, des crises de la confiance, etc. Donc, pour schématiser un petit peu, il y a des différences d'approche, en particulier disciplinaires, qui ont été mises en évidence au cours de la crise du Covid, entre historiens, sociologues, sur comment est-ce qu'on mesure la confiance. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce premier aspect-là dans la présentation, mais plutôt, je vais insister sur le deuxième point, quel est le poids réel de cette crise supposée de la confiance dans le déroulement des campagnes vaccinales et dans à la fois la réussite ou non d'introduction d'un nouveau vaccin et, disons, la maintenance du reste du dispositif vaccinal. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise ? Est-ce que le dispositif vaccinal dans son ensemble vacille ? Est-ce que finalement il y a une grande forme de résilience ? Les historiens ont beaucoup travaillé sur ces questions, donc je vais vous parler de différents travaux dans différents contextes. Et troisièmement, comme c'est très important, comment est-ce qu'on améliore la confiance ? Et j'aimerais, là c'est un petit peu une approche un petit peu plus personnelle, j'aimerais vous insister sur le fait qu'aujourd'hui, quand on fait appel aux sciences sociales, parce qu'en général on fait appel aux sciences sociales pour traiter de ces questions, on demande aux sciences sociales d'améliorer la communication, de donner des outils pour produire une communication qui soit plus aimable, plus efficace. Mais souvent, dans l'histoire de la vaccination, on a remédié à des problèmes de confiance, qui étaient souvent des petits caps à passer, qui n'étaient pas des grandes crises de confiance, avec des solutions technologiques et techniques. C'est-à-dire en combinant les vaccins, en produisant des calendriers vaccinaux rationnels, en faisant en sorte que la vaccination soit le moins visible possible. Et donc, plutôt que de travailler sur la personne qui reçoit l'information, le public, on a fait en sorte que le dispositif soit moins lourd. Et souvent, on a résolu des problèmes de confiance comme ça, en combinant, en simplifiant. Et c'est le thème de la simplification de la vaccination traverse toute l'histoire du XXe siècle. C'est une préoccupation constante qu'on retrouve encore
aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit, en fait, il y a des grandes différences d'approche dans les sciences sociales de ces questions-là. Et disons que l'approche aujourd'hui la plus visible, c'est celle qui a été développée en particulier, mais pas uniquement, par l'anthropologue Eddie Larson depuis Londres, qui a un groupe de recherche avec des moyens assez importants, qui s'est fait connaître notamment pour ses sondages qui comparent différents niveaux d'adhésion à la vaccination dans le monde à travers la question. Donc là, c'était la carte qui a beaucoup fait peur en France, qui est paru en 2016 dans un article. On se disait, mais mon Dieu, la France, le pays de Pasteur, avec le plus haut taux de personnes qui ne font pas, qui ont des doutes sur l'innocuité des vaccins. Et le travail de Larson a fait l'objet d'une publication. Larson a publié dans un livre récemment une synthèse de ses recherches, qui est un livre grand public. Et un des traits très appuyés de cet ouvrage, c'est que les crises de confiance dans la vaccination ont des répercussions très fortes en matière de santé publique. Donc, on pourrait citer la crise de la vaccination contre l'hépatite dans les années 90, ou au Japon, les taux très bas de vaccination contre le vaccin HPV. En général, c'est les vaccins qui sont cités. Moi, en tant qu'historien qui travaille sur la quantification, ce genre d'approche me pose problème pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces sondages internationaux, qui ne sont pas donc effectués simplement par le groupe de Larson, mais il y a une très très grande demande. Il y a à la fois des sondages qui sont effectués par des instituts privés, et puis parfois par des groupes, des institutions de recherche publiques, et qui sous-traitent les sondages. C'est que d'une part, il y a souvent un manque de symétrie, c'est-à-dire qu'on essaie d'atteindre une forme de profondeur historique, au moins depuis 2010. C'est des sondages qui sont très importants depuis depuis l'échec de la vaccination contre le H1N1 en 2009. Mais en études des sciences, en histoire, en sociologie des sciences, la notion de symétrie est fondamentale, c'est-à-dire que dans les controverses scientifiques, on s'intéresse à la fois à ceux qui gagnent et ceux qui perdent la controverse, mais on s'intéresse aussi, on le voit aussi beaucoup dans la production éditoriale contemporaine, aux objets comme actons. C'est-à-dire que, oui, la vie des individus a du poids, mais le vaccin aussi a du poids. Le vaccin est un sujet dans cette histoire. Et le vaccin et la vaccination a beaucoup changé depuis les années 50. Donc, souvent, ces genres d'études, ce sondage, se focalisent sur les individus, alors que l'environnement vaccinal a vraiment beaucoup changé. Il y a ce phénomène de simplification. Le vaccin aussi, depuis les années 80, il faut le dire, ça fait partie, ça contribue à la dimension controversée de la vaccination. C'est devenu un produit de plus en plus cher. Ça a été vraiment une rupture majeure dans l'histoire de la vaccination, puisque à la fin des années 70, on justifiait l'utilisation de la vaccination avec plusieurs types d'arguments, mais essentiellement d'abord parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On le voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de vacciner que de mettre des quarantaines partout, mais c'est aussi ce qu'il y a de moins cher en termes de santé publique. Il n'y a rien qui n'est moins cher que la vaccination, une injection. Et les vaccins classiques de l'après-guerre étaient vraiment très très peu onéreux. À l'époque du lancement du programme élargi de vaccination dans les années 1974, il y avait les premières estimations, alors bien sûr l'inflation a changé et tout ça, mais les premières estimations c'était moins de $5 pour vacciner un enfant contre les 6 pathologies du programme. C'était vraiment, il n'y avait pas, on gagnait à tous les coups avec les vaccinations en termes financiers. Donc premier problème de ce type d'approche, c'est un manque de symétrie, je dirais. Et le deuxième, il y en a un autre, alors comme sondage, on a tendance à penser ça laisse à penser qu'une personne en Inde, par exemple, aurait un même rapport qu'en France à la notion même de sondage, à l'autorité scientifique. Il n'y a pas les mêmes stratégies devant les enquêteurs de réponse. Et surtout, ce qui m'intéresse moi le plus là-dedans, en tant que personne chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la statistique, c'est que les sondages d'acceptabilité, en fait, ils se sont imposés dans un environnement statistique. Ils ne font sens qu'en s'appuyant, qu'en faisant appel à d'autres mesures. Un sondage a du sens si, par exemple, on peut mesurer assez finement le taux de la couverture vaccinale. Et en fait, la mesure de la couverture vaccinale, c'est quelque chose de la mesure précise, du moins en France, de la couverture vaccinale, c'est assez récent. Au début des années 80 encore, il y avait des chiffres qui étaient très très vagues
Et par exemple, on s'était servi, le Centre international de l'enfance avait importé en France un calcul mis au point par l'OMS de calcul par grappe de la couverture vaccinale, dont la représentativité était contestée parce qu'il n'y avait pas une puissance statistique qui était très très faible. Et du coup, dans les années 80, au moment où d'ailleurs en France on commence à réaliser pas mal de sondages d'acceptabilité, on n'a pas encore une idée très précise des différentes couvertures vaccinales. C'est très vague, il y a des études ponctuelles, mais il n'y a pas, comme aujourd'hui, les chiffres de Santé publique France qui permettent d'avoir un panorama très très clair. De sorte que, en fait, les petites variations de couverture vaccinale semblaient, en tout cas, on ne pouvait pas commenter les variations de couverture vaccinale avec des taux plus ou moins effrayants d'acceptabilité. Les deux données, ces deux types de données, le taux véridique et ce qu'en pensent les gens, en fait, n'avaient pas ce rapport aujourd'hui si serré, où dès qu'il y a un petit pourcentage de baisse, ben, effectivement, on va faire une étude d'acceptabilité et on va voir que la situation est apparemment critique. Donc, il y a aussi, d'une certaine façon, avec une montée en précision des mesures, à la fois des mesures des taux réels et la mesure de l'acceptabilité, une plus grande sensibilité aux petites variations de couverture vaccinale. Et souvent, les travaux qui portent sur la vaccinalité, l'hésitation vaccinale, en fait, ont un rapport, très direct aux taux idéaux de vaccination, qui sont des conventions épidémiologiques et parfois politiques. Je ne dis pas que pour cette raison, ils sont arbitraires, ce n'est pas du tout le cas, mais disons qu'avoir un taux de 95%, c'est un idéal qui n'existait pas, par exemple, en Europe au début des années 80 pour la variole. C'est très récent d'avoir des taux aussi précis. Donc, ça crée des enjeux de santé publique. Il y a une attente de la part des responsables de santé publique qui est aussi beaucoup plus importante. Et donc, ça crée un environnement où ce qui aurait semblé bon dans les années 70 ou 80 le semble beaucoup moins aujourd'hui. Et voilà, donc en fait, quand on regarde les taux de couverture vaccinale en France, ils sont en fait assez bons. Et il y a un décalage très très grand entre l'image que donnent ces sondages d'opinion et les taux véridiques de vaccination, qui n'atteignent pas les taux idéaux, mais les taux qui n'en sont néanmoins pas loin. Et la Santé publique France l'a rappelé récemment. Alors, les historiens ont une approche, là, on disait que c'était la sociologie quantitative, et les historiens ont eu tendance, au cours de la dernière décennie, disons, à adopter une approche vraiment très différente de la place de la confiance dans l'histoire de la vaccination. Et je vais vous parler rapidement de deux ouvrages qui portent, et il y en a beaucoup plus, qui a une historiographie importante aux États-Unis, sur les États-Unis, parce que les États-Unis sont un exemple intéressant dans la mesure où, à la différence de la France, il y a eu beaucoup de controverses avant les années 90. En France, disons qu'il y a eu ce choc dans les milieux médicaux et de santé publique des années 90, de la crise de la vaccination contre l'hépatite B. Pour la première fois depuis l'entre-deux-guerres, il y a eu une grande controverse vaccinale. On n'avait pas autant parlé dans des termes aussi critiques publiquement de la vaccination depuis le BCG, en gros. Et ça a été un vrai choc, y compris au niveau du comité technique des vaccinations, dans l'État, etc. On ne s'attendait pas à ce que la vaccination puisse être au centre d'une controverse publique. Alors qu'aux États-Unis, en fait, depuis les années 50, il y a eu plusieurs controverses qui ont une place importante dans l'histoire sociale de la vaccination américaine. Et du coup, ça a amené les historiens à se demander, mais que produit une controverse sur le fonctionnement régulier de la vaccination. Et ces deux historiens, à la fois Helena Conis et Jacob Heller, qui est aussi un sociologue, en fait, considèrent que oui, il faut évidemment prendre en compte sérieusement les controverses sur la vaccination, mais jusqu'à présent, ces controverses n'ont pas empêché à la vaccination à la fois de s'étoffer et d'aller presque continuellement, d'atteindre continuellement des taux presque idéaux depuis les dernières décennies. Donc en fait, il y a un écart très grand entre le fait que la vaccination puisse être controversée publiquement
Et le fait qu'en santé publique, en vérité, il y a une amélioration presque constante aux États-Unis, à la fois des taux et une augmentation des vaccins qui sont introduits dans le calendrier vaccinal. Et un épisode sur lequel a beaucoup écrit Jacob Heller, c'est le début des années 80 aux États-Unis et la crise qui a entouré la vaccination contre la coqueluche, qui était un vaccin qui est devenu très, très controversé à la suite d'un reportage qui avait été diffusé par une chaîne dans l'État de Washington. C'était NBC, je crois, et ça s'appelait DTP Vaccine Roulette. Et donc, ça mettait en évidence des effets supposés de la vaccination contre la coqueluche neurologique chez les enfants. Et à la suite de quoi, il y a eu un groupe de parents, d'activistes qui a été mis en place. Et donc, ils sont entrés dans l'histoire politique aussi. Ils étaient très visibles et très efficaces. Et ils ont utilisé des outils qui n'étaient pas si différents de ceux de l'activisme SIDA quelques années plus tard. Dans le rapport justement aux médias, ils étaient très, très efficaces. Ils ont aussi réutilisé des publications scientifiques. Ils ont fait en sorte de donner plus de visibilité aux doutes de la science dans l'espace public. Et ça n'a eu pas pour effet, en fait, un effondrement des taux. C'était principalement, et je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose à prendre en compte, mais c'était une blessure, je pense, enfin, c'est la thèse c'est ce que montrait là, mais dans les milieux médicaux et de santé publique, en fait, de voir l'autorité de la science contestée publiquement, mais ça n'a pas eu d'effet réel ni sur l'ensemble des taux de vaccination, ni sur le développement de la vaccination contre la coqueluche aux États-Unis. Et il y a un autre livre récent, le livre de Laurence Monet, qui est historienne au Canada, et qui porte plus précisément, donc encore une fois, dans cette façon dont les historiens ont tendance à problématiser un peu différemment de certains sociologues et des responsables de santé publique, la question du refus et du problème de la crédibilité, le livre de l'historienne Laurence Monet, qui porte sur une épidémie de rougeole au Canada en 1989, dans la province de Québec, plus précisément. Et donc, je crois qu'il y a eu plusieurs épisodes. C'était une épidémie assez sérieuse. Et le premier élément d'explication de l'épidémie à l'époque, c'était, mais vous voyez, les taux de vaccination au Québec sont trop bas. Il y a un problème d'acceptation de la vaccination. Et en fait, ce qui s'est imposé à la fois dans certains milieux de santé publique et au cours de l'enquête de Laurence Monet, parce qu'en fait, c'est une épidémie qui a laissé peu de traces, dont on ne parle plus, et peu d'archives, c'est qu'il y avait une qualité très, très inégale des vaccins et des problèmes aussi d'accès au système de santé québécois à l'époque. Donc, il s'agissait moins tant en fait, d'un problème d'adhésion individuelle que d'une crise des structures de santé publique au Canada à la fin des années 80. Et ça, c'est un trait important des études historiques contemporaines sur la vaccination, c'est essayer un petit peu, non pas de nier le fait qu'effectivement, il y a un environnement de l'information qui change, etc. On est d'accord, il y a des fake news, il n'y a pas le même rapport à l'information. Mais souvent, ce qui fait la différence, c'est des questions d'accès et de structure de santé publique avant l'information. Et donc, pour le troisième élément de l'intervention, c'était comment est-ce que dans l'histoire on a amélioré ces problèmes de confiance. Depuis les années 50, en fait, on résout des problèmes de confiance en combinant la vaccination. En combinant d'une part et en avançant de manière de plus en plus importante l'âge de la primo-vaccination à un moment de très très grande médicalisation. Donc, on a créé des vaccins, des calendriers simplifiés. L'histoire des vaccins combinés est très, très importante dans l'histoire de la vaccination parce que, par exemple, l'hépatite B, à partir du moment où l'hépatite B est rentrée dans un vaccin combiné, le problème de l'adhésion après la crise ne se posait plus du tout de la même façon, la crise des années 90. Et donc, on a fait un des effets des calendriers vaccinaux, c'était de placer l'essentiel des vaccinations. Alors là, ça ne va pas être possible a priori avec le Covid, mais on va voir si l'immunité procurée par la vaccination est suffisamment longue. On pourrait imaginer que le vaccin contre le Covid suive la même trajectoire que la plupart des vaccinations. C'est les mettre simplement au moment peu de temps après la naissance,
au moment où il n'y a pas de problème d'autorité médicale, puisque les individus sont pris en charge par la médecine et puis ils suivent des recommandations sans vraiment questionner. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Mais... Encore, allez, il reste 3 minutes. Okay. Alors pour conclure, voilà, pour revenir sur cette notion on pourrait en fait, si on le souhaitait, faire une histoire des mesures de l'acceptabilité et de l'importance qu'on donne aux questions de représentation. Et il y a vraiment une évolution dans les styles statistiques de mesures qui est très très visible et c'est une histoire en fait aussi qui renvoie à la médecine ses propres appréhensions dans son rapport au public, qui ne parle pas simplement du changement des individus, du changement chez les individus des rapports à l'autorité médicale, mais aussi qui montre comment la médecine et les médecins ont vu et ont eu à la fois les formes de leur autorité changer, se dégrader publiquement, mais pas non plus s'écrouler. C'est une forme de réinvention. Et en France, donc, il faut savoir qu'il y a eu des sondages assez tôt, dans les années 60, en France, sur le BCG notamment, qui n'étaient pas très, très bien acceptés à l'origine. Mais ces sondages n'étaient pas liés à l'idée d'une crise de la vaccination. Il y en a eu de nouveau une nouvelle vague dans les années 80. Et là, ce qui expliquait ces sondages, on parlait beaucoup d'acceptabilité à cette époque-là, c'était le fait qu'on avait abandonné le paradigme de l'obligation légale. On disait non, c'est fini l'obligation pour les nouveaux vaccins, pour la rougeole par exemple. Et donc du coup, à partir du moment où on laisse aux individus le droit de choisir, il faut savoir ce qui se passe dans leur tête. Mais à cette époque-là, ces premiers sondages d'acceptabilité montrent qu'il y a une dégradation de l'autorité médicale, mais en même temps, ils ne sont pas liés à une idée de la crise de la vaccination. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les chiffres sur la vaccine hesitancy, c'est le lien constant qui est fait entre la mesure des opinions et l'idée d'une crise, et c'est très très fort. Donc il y a comme une avalanche de nombres sur la crise de la vaccination, de représentation, et en même temps il y a des taux, il faut le dire, qui restent quand même très très bons. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors je suis désolé pour le coup, comme on est tout à la fin de la session, je ne pourrais pas poser de questions. Ceci dit, c'est une note positive. C'est-à-dire que, voilà, malgré tout, ce concept d'hésitation permet justement de faire le point entre ce qui peut apparaître comme une crise qui finalement ne l'est pas, parce que les individus, finalement, décident de se vacciner et qu'on n'est pas dans des taux qui sont préoccupants, finalement. Voilà. Donc, c'est plutôt une note très positive sur l'idée que, mine de rien, les fake news ou beaucoup d'informations qui peuvent un peu effrayer n'ont pas d'impact sur la vaccination ou en tout cas sur la capacité des gens à se soigner. Voilà. Je pense qu'on exagère l'incidence des fake news. Et d'ailleurs, les sciences sociales montrent aujourd'hui que l'audience qui est atteinte par les sources sûres de santé publique est beaucoup plus importante que l'audience qui est touchée par les fake news. Alors, on peut dire qu'il y a des changements de politique des plateformes, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une forme d'effroi devant l'arrivée des fake news. Mais en vérité, il faut relativiser, je pense, leurs effets. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup à vous tous. Et ben, je vous dis à demain pour la suite de la convention. Merci. Merci. Au revoir.